It was the golden age of singing and dancing and show business in Montreal. Ce qui reste du Montréal ville ouverte, c'est le fait que les Montréalais y tiennent encore et s'en font une fierté. Ce qu'on entend, en tout cas, d'abord, c'est la version romantique de cette histoire-là. Que les gens se souviennent que le burlesque fait aussi du patrimoine, du divertissement de Montréal. Ça fait partie intégrante de Montréal. C'est ce qui a donné en partie la réputation que Montréal a aujourd'hui. On a toujours eu une faune de cabaret qui est venue à Montréal. Donc, cabaret égale aussi un entourage du milieu interlope. Tous les 20 ans, c'est comme la pendule d'un horloge grand-père qui va à droite, qui va à gauche, qui va à droite. Les marches changent un peu, mais ils ne changent pas pour demeurer. Ils changent juste pour varier à nouveau. Les humains sont les humains. Il y aura toujours des gens qui sont susceptibles d'être corrompus parce qu'ils ont des faiblesses. C'est une répétition. Parce que vous ne pouvez pas réprimer la nature humaine, elle sera toujours là. Et le goût du fric est toujours là. L'appât du gain domine tout. Une société pleine de bonne volonté, honnête mur à mur, ça ne peut pas exister. La volonté politique. Et ça, la volonté politique, ça change justement sous la pression de la population. C'est malheureux, mais c'est ça. C'est une fois que ça dépasse le seuil de tolérance, puis Dieu sait si on est tolérant au Québec. C'est l'abus qui entraîne la répression. C'est ça. C'est quand ça dépasse les bornes et l'entendement que, à ce moment-là, les gens se révoltent. Ce discours-là de nettoyage et de lutte anticorruption est perpétuel à Montréal, peut-être encore plus fort à Montréal que dans d'autres villes canadiennes, parce que Montréal a cette réputation, a acquis cette réputation-là, notamment au fil des enquêtes, c'est ça qui est ironique, d'être une ville particulièrement corrompue. L'éthique et la moralité, c'est à géométrie variable. Puis parfois, on pense qu'on est bien honnête, mais quand on regarde la réalité de ces comportements, on se rend compte combien de gens ont favorisé le travail au noir au Québec. Combien? Hein? Combien de gens ont eu des gardiennes d'enfants ou des femmes de ménage qui ne déclaraient rien? C'est ça, la fibre morale aussi. L'enquête Caron portait essentiellement sur des questions de moralité qui aujourd'hui sont plus jugées aussi scandaleuses qu'autrefois, alors que maintenant, la commission Charbonneau, comme d'autres enquêtes plus tôt au 20e siècle, portent plutôt sur des questions de construction, de corruption, de gros sous, d'argent des contribuables qui est détourné à des fins malhonnêtes. Les besoins qu'ont certains individus de gager, ils trouvent maintenant d'une façon légale. Le bouquet s'est rendu l'État. Souvent, justement, on présente la fin, si on peut, la légalisation des loteries, puis la création de l'Auto-Québec comme étant un peu la fin de l'industrie. Mais c'est pas du tout ça qui s'est passé, en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le crime organisé est resté présent. Les casinos n'étaient pas encore permis en 1969. Donc, entre 1969 et 1985, le moment où est-ce qu'on a modifié la législation pour justement permettre les casinos, eh bien, c'était dominé par encore le crime organisé. Les mœurs ont changé, les modes ont changé, tout a changé. Il y a encore de l'homophobie qui existe. Mais c'est pas une hostilité comme ce qu'il y avait à l'époque. Dans les années 50, on parle vraiment d'une hostilité généralisée. Alors, on n'est plus là maintenant, pas du tout. Quand il y a eu la décriminalisation de l'homosexualité, ça a pris cette décriminalisation-là pour faire avancer la cause. Mais il y a encore de l'homophobie partout. Il y a encore des jeunes qui se suicident à cause de ça. Il y a encore énormément de problèmes. Donc, la putophobie va probablement persister après la décriminalisation du travail du sexe. Mais c'est déjà de dire, on reconnaît le statut légal et on reconnaît surtout ces droits fondamentaux-là aux travailleuses du sexe au Canada. Et donc, les travailleuses du sexe au Canada sont des citoyennes à part entière. Donc, c'est un pas nécessaire à faire. La police était beaucoup plus autoritaire, pour prendre un beau mot,
qu'elle l'est aujourd'hui. On avait plus de loisirs, plus de latitude. Aujourd'hui, c'est pas évident. Là. Tu sais, là, tu lèves ton bras, tu es enquêté. Tu regardes à gauche, tu es enquêté. C'est parce qu'il est noir, tu es enquêté. Parce que tu as tiré trop vite, tu es enquêté. Ça n'a pas de sens. En tout cas, mon livre. Je ne veux pas là, outrepasser notre entrevue, mais à un moment donné, un policier, c'est un professionnel. Il est payé en conséquence. Il est instruit en conséquence. Il est formé en conséquence. Mais là, ça commence à revenir un peu. J'entendais des commentaires dernièrement, là, dire il faudrait peut-être revenir un petit peu en arrière. Là. On voit avec les enquêtes contemporaines qu'il y a de la corruption qui se passe à un haut niveau. Le service de police, à quelque part, est pris entre t'es serviteur des citoyens, mais tu sers aussi d'une certaine partie l'État, les gouvernements, puis tout. Il y a toujours un côté politique, puis si ton côté politique est corrompu, c'est dur de trouver une certaine neutralité pour faire ton travail, là. Puis tu as besoin de l'appui, tu as besoin de budget, tu as besoin d'orientation. C'est pas nécessairement évident, là. La police, ils ont regardé passer le train comme les politiciens. Puis ça, c'est une question de volonté politique aussi. Encore là, tu sais, si toi, tu veux... La police, elle dépend des budgets que le gouvernement lui accorde, puis ils vont par priorité, puis ils ont toujours été réactifs et non pas proactifs. Auparavant, on nous disait tout le temps, « Oui, mais on n'a pas de plainte. » Mais oui, mais dans la corruption, tu n'auras pas de plainte. Parce que tu as un corrompu puis le corrupteur, les deux n'ont pas intérêt à dénoncer rien. Dans une société qui va bien, tu as une certaine neutralité de la police, tu as une neutralité du judiciaire, tu as une neutralité de la politique. Bien, la politique va faire ses choses, mais au moins, quand ta police, puis dans le fond, ton système de cours a sa liberté et n'est pas corrompu, tu peux t'assurer que tu vas avoir une justice. À partir du moment que tu commences à corrompre des juges, tu commences à corrompre des policiers, là, c'est là que ça va moins bien. Tout le monde qui était dans l'appareil administratif, dans l'appareil gouvernemental, savait ça. Les journalistes savaient ça, les policiers savaient ça. Il n'y a personne qui n'a rien fait, sinon les journalistes. N'oubliez pas que les gens n'ont pas de mémoire. Ils ne se rappellent pas ce qui s'est passé la semaine dernière. Imaginez-vous s'ils se rappellent comment c'était il y a 15 ans, 20 ans. Ils ne savent pas. Ils ont oublié. C'est sorti de leur conscience. C'est tout nouveau, tout beau. Ou c'est une découverte. C'est ça le phénomène. C'est l'absence de mémoire collective. Un peu comme pour un corps humain, on peut développer une hygiène sociétale et des mécanismes antibactériens, antivirus, antivermines dans le corps social qui fassent que ces virus-là, qui sont là de toute façon, qui vont toujours exister, ne prennent jamais une importance trop grande et ne soient jamais en mesure de contaminer l'ensemble du corps social, comme c'est le cas dans bien des sociétés où la corruption est généralisée du bas jusqu'en haut de la hiérarchie sociale. Et comme ça a été le cas pendant longtemps chez nous, on n'a pas de leçons à donner à personne. On n'était pas plus purs que les autres pendant la plupart de notre histoire. I think that reputation lingers to a degree. I think people still see Montreal as a bit of a party town. I think that's always been the case and will be the case. And, you know, the bars close late at night. There's a lot of nightlife in the city. I don't know if it's open in the same way. It's not like Montreal has something that other cities don't have or can't have, but I think its reputation precedes it, and that reputation is well established. Le foisonnement culturel du Montréal des années 20, du Montréal des années 40, du Montréal, des clubs de Montréal, des années disco aussi un peu plus tard, ça nous porte encore. Et puis ça vient s'ancrer dans le quartier des spectacles. C'est pas pour rien qu'on a choisi cet endroit-là. Donc il y a quelque chose qui est réel, qui est authentique dans le choix de faire de cet endroit-là, ce territoire géographique-là, ce qu'on appelle le quartier des spectacles. Puis il y a quelque chose de tout à fait nécessaire aussi d'essayer de rebrancher le quartier des spectacles sur la mémoire du quartier. L'axe Saint-Laurent-Sainte-Catherine, c'est un axe qui est historique. Hein? Cet axe-là est le symbole de la fondation de Montréal. C'est ce qui a mis Montréal sur la map. C'est comme
c'est ce qui a fait en sorte la vie, le burlesque, la culture, les arts, c'est le berceau fondateur de la vie culturelle à Montréal. On regarde le centre-ville tel qu'il est, là, lac Saint-Laurent-Sainte-Catherine, puis il n'y a plus la vie qu'il y avait avant. Vous nous avez de Pax Plante Pax Plante Jean Drapeau à Tremblay, vous avez éteint les lumières, on veut ravoir nos lumières. Donc, on va voir ce qui va se passer. À suivre. They all loved Montreal. They all thought Montreal was the place to be. And I'm wondering if we'll ever see those days again. And I loved it back then, and I still love it today.